Et nous voici live. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ce matin pour ce webinaire avec Valérie Attard de Rodier, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour nous partager son expérience. Donc merci beaucoup pour ça, Valérie. Je vais te laisser dans un instant l'occasion de te présenter et de présenter Rodier. Peut-être juste 2-3 informations pour tout le monde. On est parti pour une demi-heure ensemble avec évidemment un chat qui est ouvert sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment. On en traitera un maximum en live et à la fin de ce webinaire au besoin. Ce webinaire est également enregistré, donc si jamais vous devez quitter avant la fin, c'est dommage, mais vous pourrez voir le replay et le partager par la suite. Donc, merci à tous écoute Valérie, encore une fois, merci d'être avec nous et je te laisse nous présenter Rodier avec cette longue histoire depuis 1852. Donc, je te laisse peut-être nous décrire Rodier à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore et te présenter. Bonjour Julien, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors je ne sais pas, tu as dit tous, alors je ne sais pas s'il n'y a que des garçons, des femmes, À toutes et à tous, tu as bien raison de me reprendre sur voilà. ce point-là. Alors moi je suis directrice générale de la Maison Rodier que je dirige depuis 2010 aujourd'hui. Et j'ai commencé directrice retail, donc j'ai une expérience plutôt terrain, plutôt retail et pour passer à la direction générale depuis 2016. Oui, comme tu le disais, Rodier, c'est une vieille maison qui date de 1852. Moi, je suis très fière de la diriger. Et c'est une grande responsabilité pour qu'elle perdure dans ce contexte quand même compliqué pour les marques de mode. Aujourd'hui, on est une petite entreprise très agile avec un siège extrêmement réduit, ce qui nous permet d'être très réactifs, de prendre des décisions et de les appliquer très rapidement. On est extrêmement bien organisé avec notre propre entrepôt, des collections qui sont apportées ou fabriquées en Europe avec un souci de relocalisation. Ce qui nous permet d'avoir de grandes ambitions pour la marque et voilà. Donc, j'ouvre un peu la porte je pense sur le sujet de notre discussion, mais voilà pour résumer rapidement qui on est aujourd'hui. Ouais, écoute, c'est une sacrée histoire en tout cas. Quand je crois que c'est avec toi qu'on en parlait la dernière fois, quand on parlait des Chanel et autres. Vous existez depuis bien plus longtemps que toutes ces maisons en fait. Et il n'y a pas de C'est unique maison en fait. C'est ça. exactement, il n'y a pas de maison au monde qui ont cette histoire, ce passé et ce temps. On était historiquement fournisseurs de Gabrielle Chanel sur la maille Jersey. C'est des producteurs de matière à la base. Et en 1945, après la guerre, pour s'installer en réseau de magasins, en ont les premières affiliations, les plus belles collaborations avec les plus grands mannequins, les plus grands graphistes, les plus grands PR, boîtes de communication, publicistes, enfin, ces grandes campagnes dont on se rappelle tous, elles assurent en Rodier. Enfin, il y a plein de slogans que vous vous rendez même pas compte, mais que si je vous les citais, ça vous ferait du sens, que vous avez vu. On a 200 magasins dans le monde, dans chaque ville de province, dans chaque petite ville. Chaque Français avait sa boutique Rodier. Quand moi, j'ai fermé le réseau en 2016, on a vendu nos magasins, les gens, ils pleuraient comme si on leur enlevait un petit bout de France, quoi. C'était vraiment quelque chose de... On est encore aujourd'hui, moi, je fais quand même beaucoup de rendez-vous professionnels, et puis j'aime rencontrer nos clientes. On fait partie de leur famille. Il y a pas ça n'existe pas, ce patrimoine. D'où mon introduction, ma fierté de diriger cette boîte et ma volonté de la faire perdurer et de la faire grandir. Voilà, les gens, ils achètent, ils dépensent des fortunes pour créer une histoire, pour créer un storytelling. Nous, il est déjà écrit. C'est génial. Et donc, tu es à la fois titulaire ou de cette, dépositaire de cet héritage avec cette marque Rodier et de ton côté, forcément, quand dans le présent aujourd'hui, tu gères le digital, tu gères l'e-commerce, l'international. Tu peux nous raconter un peu quelle était ta situation avant de travailler avec Global? Alors,
En termes de distribution, on est, comme je te l'ai dit, on est quasiment des pure players. Donc notre site internet qui est qui est vraiment notre premier moyen vecteur de distribution et de communication. On a encore 3-4 magasins, mais donc vraiment l'activité c'était le digital, avec un site qui était en 2024 en forte progression, plus 30%, et les marketplaces. Et donc on avait commencé, on y pensait parce que toute marque pense à l'international, Mhm. c'est quelque chose qui fait rêver, qui fait rêver, mais souvent on ne sait pas par quoi le prendre. Donc on a décidé de partir avec la marketplace et Zalando pour pouvoir commencer à rayonner sur quelques pays. On était présent sur 4-5 pays européens, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, pays du Nord notamment. Ok. Donc ça, c'est ce que tu faisais avant de bosser avec Global. Et tu viens de parler de Marketplace, en fait. Alors sur Marketplace, forcément, bah, tu fais des ventes, hein, mais maintenant, le fait que tu aies fait ce choix de développer ton site plus en direct, enfin, qu'est-ce que tu construis en plus? Qu'est-ce qui est différent pour toi? Alors, on est parti la fleur au fusil, très novice sur la marketplace, et on s'est aperçu très très rapidement qu'on perdait beaucoup d'argent. En effet, tu as raison, on fait du chiffre, mais à quel prix? Avec beaucoup d'intermédiaires, parce que c'est extrêmement compliqué de se lancer sur la marketplace. Ils ont des règles, ils ont des algorithmes, ils ont des règles de catalogue qui demandent d'être accompagnés par différentes entreprises, ce qui était le cas, avec des coûts, des commissions à rajouter à chaque intervenant, donc, et des taux de retire exponentiels. Donc, on s'est très rapidement aperçu que c'était pas rentable, que le client ne nous appartenait pas. Et aussi un sujet pour moi qui était important, puisqu'on est vraiment en reconstruction d'image, c'est-à-dire ne pas rester dans le passé, mais justement euh, montrer que Rodier, c'est une marque moderne, actuelle, et on ne maîtrisait pas notre image, puisque le produit, il est poussé par l'algorithme dans un catalogue pléthore, avec des images hyper calibrées, un fond blanc, des crops. Donc, il n'y a aucun message. Je veux dire, on ne construit pas une relation avec notre client, puisque le client, il ne sait pas qui on est finalement. Donc, c'était voilà 3 sujets. La rentabilité, le client ne t'appartient pas, et tu ne maîtrises pas ton image. Ouais. Et sachant qu'à l'époque, en direct, toi, ton site, tu l'avais en français et en anglais, hein, c'est bien ça? Tout à fait, on était français-anglais, tout à fait. Ok. Et l'international, alors, encore une fois, on a parlé en début de Alors, discussion de... je te Ouais, coupe, excuse-moi, parce que quand même, sur mon site, on était en français et en anglais, mais ce qui nous demandait quand même un travail de traduction important, puisque le site, il n'était pas traduit directement de français en anglais. Donc, dans toutes nos intégrations de catalogue, on travaillait en français et on faisait le même travail sur la partie anglaise. ouais, ouais. Voilà, Donc un sacré travail. On un va y sacré revenir travail. effectivement sur le projet, ce que vous avez mis en place. Mais en fait, un point qui m'intéresse aussi, c'est tu as cet héritage très fort Rodier, cette marque française iconique et autres. Et là, on est en train de parler de l'international. Et je me souviens dans une de nos premières discussions, tu m'avais dit que l'international, c'était pas un choix pour Rodier, c'était une obligation. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais dire par là? Oui, c'est pas une obligation. D'abord parce qu'on est sur un marché extrêmement compétitif en France, un marché très tendu, très compliqué pour toutes les marques de mode. Ouais. Euh, Toutes les marques de mode, il n'y a aucune marque de mode aujourd'hui qui est exempt de la situation, et ça commence, ça perdure, hein. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu on a tous les jours quelque chose. Donc c'est notre lot quotidien. Donc, si on veut croître, et c'est que notre ambition, c'est qu'aujourd'hui, on ne cherche pas une progression à 5% ou 6%. On a la capacité de doubler nos chiffres, et c'est ça notre volonté. On est organisé on a le stock, on a le dépôt, on a les équipes. On est capable de faire 2 fois ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut aller chercher de la croissance à l'international. On n'a pas d'autre solution. C'est d'ailleurs la force des marques de luxe, c'est qu'elles sont dans le monde entier. Quand un marché est compliqué, quand c'est la Russie qui peine, eh ben, le marché américain est plus fort. Quand c'est le marché chinois qui est à la peine, eh ben, tu as le marché moyen-orientiste. Voilà, c'est cette Ouais. capacité à rebondir sur des marchés quand ton marché il est sinistré, ou quand c'est un autre marché, d'avoir cette capacité à rebondir et à ne pas être passif, pris en otage
par des situations économiques, des guerres, une crise, une épidémie, enfin, de pouvoir être réactif et aller chercher de la croissance autre part que dans notre marché. Très clair. Très clair, effectivement, c'est ce qu'on vérifie chez beaucoup d'acteurs. Et si je fais une petite digression ici, on aura l'occasion de parler de tes chiffres, mais c'est quelque chose qu'on vérifie souvent sur l'ensemble des acteurs où tu as des marchés qui cartonnent, des marchés qui sont plus en souffrance. Le fait d'en avoir une diversité dans différentes zones permet aussi d'équilibrer ça. Et quand tout va bien, ça accélère encore plus fort. Et quand d'un côté c'est plus compliqué, tu as un amortisseur qui vient venir des Qui quelques pays compense, qui tout à compensent fait. exactement. Donc ça, on le voit, quelque chose qu'on vérifie par la data assez souvent chez nos clients. Ok, et décidément, je te disais que j'avais la voix un peu cassée. On va y arriver. Alors, si on parle un peu du projet concrètement, comment s'est passé le lancement? Qu'est-ce que ça a demandé comme effort, comme travail de ton côté? Si tu peux nous raconter un peu. Alors, moi, comme tu le sais, je suis extrêmement impatiente. Donc, quand je prends une décision, je veux qu'elle soit active, hyper mise en place très rapidement pour voir les retombées rapidement. Hein. C'est toujours, on a envie que ça aille vite. Et ça a été extrêmement vite. Donc, on a signé, on a mis entre la signature et la réalisation le lancement du projet, ça a mis 2 mois. Comme tu le sais, on est une petite équipe, donc c'est vrai que Ouais. chaque nouvelle action, c'est toujours notre crainte que ça prenne notre temps sur l'opérationnel, puisqu'on est aussi, on a notre opérationnel, notre quotidien qu'il faut pas mettre de côté quand on lance un projet. Donc Colopal nous a vraiment extrêmement accompagnés. On avait une réunion. Alors, on a eu 3 ateliers de setup. Un atelier de traduction avec déterminer the tone of voice de la marque, comment on s'adresse à un client, est-ce qu'on le vouvoie, est-ce qu'on le tutoie, est-ce que voilà, comment la marque elle souhaite parler à ses clients, quels mots faut traduire, quels mots faut pas traduire, voilà. Donc ça a été on a été extrêmement bien accompagnés, on avait vraiment une fille super sur ce projet. Ensuite, on avait un atelier stratégique sur quel marché. Donc, on a défini une roadmap en trois intégrations. Les pays où on savait par Zalando qu'on avait quand même un petit peu de reconnaissance. Les pays, dans un deuxième temps, qu'on allait ouvrir. Là, on est en setup sur la deuxième phase. Et une troisième phase où là, il fallait des ajustements avec notre plateforme e-commerce qui n'était pas complètement adaptée. Et donc, c'est la troisième phase. Donc, on a déposé nos noms de domaine sur chaque pays, hyper accompagnés par Stanislas, vraiment. Et ensuite, on a eu un troisième atelier marketing, voilà, pour comprendre les actions qui devaient être mises en place ou pas, et comment ça allait être fait. Et toute la partie technique, setup, c'est 90% qui a été réalisé par notre plateforme e-commerce et par Global, très honnêtement, avec un point hebdo court pour suivre les dossiers, chaque dossier, traduction. Donc, nous, on a eu un travail de contrôle, relecture, mais vraiment, les équipes en face avaient vraiment bien compris, même sur la traduction. Très peu d'allers-retours, et voilà. Et en 2 mois, on était live sur le pays, voilà, en Allemagne, Espagne, Italie, Belgique. Bon, j'ai un trou là Et de mémoire. on les a Voilà, juste voilà, là, si tu voilà, veux, voilà, la liste des voilà. pays. Donc, voilà. Donc, et de façon extrêmement fluide et sans charge supplémentaire pour nous de travail. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais un petit point à rajouter, c'est que maintenant, euh, le truc hyper fluide pour nous, c'est que quand on intègre notre catalogue, donc on l'intègre toujours en français et en anglais, mais il est traduit simultanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre un produit lancé ce matin, on lance un produit sur le site en français et en anglais. La traduction, elle est faite simultanément, c'est-à-dire sans qu'on ait aucune action à mener. C'est-à-dire que le client espagnol, il voit en temps réel le produit en français dans sa langue natale. Donc, c'est vrai que c'est assez extraordinaire comme sensation. Ça nous génère aucun travail supplémentaire pour que le site soit localisé dans la langue du pays au même moment.
Ouais. Et on a, tu as peut-être des anecdotes d'ailleurs, je sais qu'on a des clients qui des fois nous disent, bah justement, j'ai un client espagnol qui un jour nous a dit, tiens, je pensais que votre marque était une marque espagnole, etc. Tu as peut-être des anecdotes de cette, Bah, de... ouais, parce que par exemple, la Belgique, c'est un marché sur lequel, historiquement, c'est un gros marché pour Rodier dans les grandes années, avec une Ouais, présence physique jusqu'en 2018, une présence dans les marketplaces chez Uno pendant très très longtemps dont on est sorti il y a quelques années, juste avant le Covid ou même après le Covid, donc avec une présence forte. Et on a vu tout de suite une progression parce que le client en la Belgique, on a l'impression que c'est un pays francophone, mais non, c'est pas un pays francophone. La partie, il y a Bruxelles et la région, mais la grande partie parle néerlandais et ne répond pas quand on lui parle en français. Donc les ils n'aiment pas clients, trop. ils nous écrivaient, ils nous disaient, ah ben enfin vous avez compris qu'on existe, qu'on est là, et alors qu'on ne touchait pas du tout cette partie de la Belgique, on avait vraiment que les francophones, et vraiment un blocage, quoi, je veux dire. Et on recevait des mails, et les clients nous disaient, écoutez, on est content, on connaît Rodier, mais on a fait une question de principe, on veut qu'on nous parle en néerlandais. Et c'est vrai que la Belgique a beaucoup, on a eu une belle progression sur la Belgique, sur les chiffres d'affaires, qui est, je crois, le deuxième marché après l'Allemagne. Ouais. Mais oui, oui. Et d'ailleurs, les gens en Espagne, ou un client italien, quand il a besoin d'un service client, il nous écrit en italien. Alors qu'avant, les clients étrangers nous écrivaient en anglais, parce qu'ils se disaient, mais comme ils ont un site qui est traduit complètement avec les conditions de livraison, avec toutes les informations, ils ont l'impression que la société, elle est localisée dans son pays. Donc, elle nous demande des informations dans la langue de leur pays, ce qui est plutôt bien, et ce que je trouvais Ouais, intéressant. on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur la fin, mais merci pour ça. Alors, je vais remettre 2 secondes les chiffres un peu de résultats, et si tu peux un peu voilà, nous commenter si on est live depuis quoi maintenant, un peu plus d'une année. Quels sont justement toi ces premiers résultats, peut-être les marchés aussi qui t'ont un peu le plus surprise. Alors, on a en 2024, comme je te l'ai expliqué, on a fait une très grosse année, on a fait une année avec une progression de 2000, de 30% sur Rodier. Et 2025, c'était une année plus difficile. On a fait moins 7%, alors que notre part d'international, en delta, plus de 22%, mais compte tenu de notre baisse, on est avec une progression de 30%, ce qui est intéressant. Si tu compares les deux marchés, tu vois bien que le marché international était plus dynamique, et qu'on a été chercher des parts de marché, ce qui a compensé une partie de nos pertes sur notre marché local. Ouais, Là, j'ai sorti hier les chiffres les premiers 6 mois, je ne t'avais pas communiqué, mais les chiffres des premiers 6 mois sur 2026. Et 2026, c'est pareil. On est sur une année marché français très compliqué, avec un marché très touchy, très difficile. Vraiment, on est à la peine. Et sur notre partie internationale, on est en progression. Et donc, les surprises, oui, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est vrai que c'est un marché hyper difficile, tous les e-commerçants te diront, sauf qu'on a réduit fortement nos taux de retour, parce que le client allemand, il est dans l'univers Rodier, il a toutes les informations sur la partie les tailles, on a des fiches produits extrêmement détaillées, donc qui retrouve évidemment dans sa langue, il a toutes les conditions de livraison, les retours. Donc, ça l'a rassuré, ça lui donne confiance. Et surtout, c'est aussi je trouve que c'est du respect. Je veux dire, tu peux pas aller parler à un client en Allemagne, mais ça pourrait être, aujourd'hui, on va ouvrir la Pologne. On peut pas aller parler à un client en lui disant tu dois parler anglais ou tu dois parler français. hmm, Le client qui est dans son pays, il a besoin de se sentir extrêmement bien considéré. Il n'est pas un complément de chiffre d'affaires. On doit avoir les mêmes égards qu'on a pour notre client français. L'expérience client, c'est un mot que toutes les marques utilisent, mais il faut aussi le mettre en place. L'expérience client, c'est en premier lieu lui parler dans sa langue, euh, euh, lui donner toutes les informations, le rassurer, lui donner confiance, et lui faire et pas lui faire penser. C'est ce que je pense, c'est qu'il a beaucoup d'importance pour nous.
Mhm. Oui, ça, c'est voilà, c'est des éléments. Je t'ai parlé de la Belgique avant, de la partie néerlandaise, qui ne voulait pas acheter sur le site Rodier en français parce que voilà, ils ne voulaient pas qu'on ne les considère pas. On a aussi des éléments extrêmement encourageants sur l'Espagne, aujourd'hui et l'Italie. Vraiment, on a du trafic, on a un trafic qualifié sur les sites donc localisés et on a un chiffre d'affaires qui est en progression. Et tout ça, alors je ne sais pas si on va parler ultérieurement, tout ça sans marketing pour l'instant. On consacre notre budget marketing sur notre marché national, mais justement ces chiffres encourageants et on voit cette croissance pour l'hiver 2026, ça fait partie des sujets importants. On est une marque d'hiver plus qu'une marque de printemps. On insiste sur les mois de octobre jusqu'en janvier. Donc là, sur l'hiver, on va déclencher des budgets sur ces pays où on sent qu'on a de l'appétence et de possibilité d'aller chercher de nouveaux clients. Bah, écoute, ça me fait probablement déjà un élément de réponse à la prochaine question qui est justement voilà, où tu en es aujourd'hui, les prochaines étapes. Donc, tu viens de parler du marketing, mais tu peux nous raconter un peu ce que justement tu as prévu pour la suite pour Rodi à l'Inter? Alors là, on ouvre, on est je te dis, en finalité, ça va être ouvert très rapidement, la Pologne, Roumanie, qui est, voilà, ça c'est aussi, tu vois, ça fait partie des points qu'on a avec Barbara pour la partie marketing et des chiffres, des analyses qu'on reçoit régulièrement. Tous les mois, on a un reporting des chiffres et ça fait partie de ces recommandations, c'est des sujets, des pays un peu émergents. Je te dis honnêtement, j'aurais pas pensé aller en Pologne. Ni en Roumanie. Et elle m'a convaincu que c'était des marchés où Rodier pourrait avoir sa place. Et c'est des marchés justement extrêmement dynamiques qui bougent énormément en ce moment. Donc voilà, c'est les 4 pays. On va ouvrir le Moyen-Orient aussi sur 3 pays parce que dans notre magasin avenue Victor Hugo, on a une clientèle moyen-orientiste qui aime Rodier, qui revient et qui achète. Donc on se dit que Ouais. ça peut être à thèse, donc les Émirats, les Émirettes, Dubaï et l'Arabie Saoudite, trois pays qu'on va tester. Et l'objectif, c'est d'ouvrir plus, mais on est un peu limité par notre plateforme aujourd'hui qui est sur la partie devises. Voilà, mais voilà, il y aura une autre phase sur la Corée. On vient de signer une licence en Corée, ça va nous ouvrir un peu de visibilité pour la marque. Donc j'aimerais bien qu'on ouvre la Corée aussi. C'est la prochaine étape. Bon, ça fait de sacrées ambitions tout ça, et c'est intéressant ce que tu évoquais sur la Pologne. C'est effectivement un des marchés qui fonctionne plutôt pas mal actuellement, et on va le publier dans les prochains jours. Donc, dans notre spécialité, hein, côté global, c'est évidemment d'accompagner comme Rodi des marques sur l'international, et on a beaucoup de data points au travers de nos différents clients. On a mené toute une analyse sur la première partie de l'année sur les performances des marchés. On a comparé les taux de croissance marché par marché par rapport à l'évolution des coûts d'acquisition marché par marché pour essayer de faire ressortir aussi où sont les bonnes opportunités. Donc, s'il y a dans la salle des personnes intéressées, on pourra partager ce rapport dès qu'il sera disponible, évidemment disponible aussi sur tous nos réseaux. Mais la Pologne fait notamment partie des marchés qui émergent chez pas mal de nos clients. Et pour finir sur ça, Barbara nous a aussi accompagnés sur la partie frais de port. Parce que si tu veux ouvrir un marché, il faut aussi être hyper bien positionné par rapport aux marques de leur marché et les marques internationales. Et donc voilà, elle m'a fait un benchmark hyper précis sur les bonnes pratiques en termes de livraison, frais de port, frais de retour. Ouais. Donc c'est aussi des sources d'informations auxquelles on n'avait pas accès. Et donc ça aide aussi à mettre en place tes process de livraison Tout à et fait. de retour. Et les bonnes stratégies pour maximiser vos ventes sur l'Inter. Exactement. Génial. Avant de prendre les questions qu'on a dans la section Q&A, n'hésitez pas, s'il y en a d'autres, évidemment, dans la salle. Peut-être un dernier mot avec toi directement, Valérie. Une marque, alors j'allais dire une marque similaire à Rodier, ça n'existe peut-être pas en termes d'historique, hein, comme tu l'as dit, vous êtes unique, mais une marque similaire à Rodier qui serait bah, voilà, une marque D2C aujourd'hui, qui fait quelques millions de chiffres, qu'est-ce que
une marque qui hésiterait encore à se lancer à l'international en direct, quel conseil leur donnerais-tu? Bah, écoute, en tout cas, la marketplace n'est pas la solution. C'est clairement, récupérer son réseau et assurer sa propre distribution aller, pour que il y a 3 points. Il y a le client, que tu vas pouvoir, qui va s'inscrire à ta newsletter, à qui tu vas pouvoir parler directement, donc tu vas pouvoir travailler sur une base de clients donc existantes. Ça, c'est un point super important. Tu as aussi, voilà, ce dont je t'ai parlé, ton image. Tu vas maîtriser ton image, tu vas faire rayonner ta marque à l'étranger. Donc ça, c'est un point super important. Moi, j'ai dit qu'il faut pas attendre, il faut rapidement. C'est hyper facile. Je veux dire, franchement, c'est une décision qu'on a prise un lundi. 2 mois après, on était live sur 8 pays. Et là, aujourd'hui, on va être donc sur 12 pays avec les 4 pays qu'on va ouvrir. Et pour un travail ensuite extrêmement, c'est-à-dire que c'est même pas un travail, c'est transparent. Les seuls sujets, c'est des sujets plutôt de livraison, d'outils, de retour, comment fidéliser les clients, les cartes qu'on va mettre dans les colis, traduit dans la langue du pays. Donc, c'est plutôt créer une expérience client pour chaque pays. Mais aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais on n'a aucun travail sur la localisation, sur la traduction. Tout est fait, je veux dire, à la minute où on intègre notre catalogue, le site, il est en espagnol, en italien, en allemand, en néerlandais, Et en 5 beaucoup minutes plus de demain. décalage et beaucoup plus demain. Donc voilà, Bon. n'hésitez pas. Je l'aurais fait avant si j'avais. Mais bon, évidemment, il faut avoir les bonnes personnes parce que c'est quand même on est un peu perdu. On a tous envie de le faire, mais on est un peu perdu. On se dit que c'est pas, pas faisable quand on n'a pas de service dédié, quand on n'a pas d'équipe dédiée à ça. Mais voilà, on l'a fait et je peux vous dire de façon extrêmement simple. Bon, mais génial pour ça. On va prendre quelques questions de la salle, peut-être juste avant une brève pub pour notre prochain webinar. Et alors là, on va traverser l'Atlantique. On sera avec la marque McDougall et leur directrice e-commerce, Émilie, qui, eux, ont fait le choix de se localiser dans 28, sur 28 marchés. Et elle aura pas mal d'anecdotes sur justement le fait d'avoir des clients dans plein de pays qui leur ont dit, mais vous êtes local, etc. Enfin, ce sera assez... là aussi assez intéressant. Vous avez le QR code si vous voulez vous inscrire. Évidemment, on aura également le plaisir de vous partager ces liens par ailleurs si besoin. C'est le 23 juin à 17h avec McDougall. Q&A. On en a quelques-unes Je, dans la... Pardon? je vais m'inscrire. Tu vas t'inscrire. Eh ben écoute, Ah c'est oui, parce déjà... qu'on Voilà. on n'en est pas au 28 pays, donc c'est intéressant pour moi. Génial. Et tu vois, ils ont, je crois, pas mal de clientèle et pas mal développé le Middle East aussi, qui au passage, certains se poseraient peut-être la question, mais la techno globale permet aussi d'adapter le sens de lecture de droite à gauche sur la zone Middle East avec la même facilité que ce que l'on peut faire sur les autres langues. Alors, on a quelques questions. Je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée. On a Laetitia qui nous a posé 2 premières questions. Alors, commençons par la première. Bonjour, concernant les pays lancés, s'agit-il de ceux que vous aviez en tête au départ? Donc, les 7 pays que tu as lancés, est-ce que c'était ceux que tu avais en tête au départ, Valérie? Oui, oui, c'était des pays. Alors, il y avait des pays où j'avais des certitudes, comme l'Allemagne, la Belgique, mais par exemple, l'Italie, l'Espagne, il y avait des pays sur lesquels j'avais des avis et Global, les différents échanges qu'on a eus m'ont dissuadé, corroboré par des chiffres, évidemment, par des éléments factuels. Et donc, on a suivi, mais tout n'était pas dans mes premiers choix. Euh, on a quand même brainstormé avec Global et on a suivi leurs recommandations. Leurs recommandations. Génial. Alors Laetitia nous pose une autre question qui est est-il important d'avoir une marque déjà bien établie sur son marché domestique avant de se lancer à l'international?
Alors, je le pensais avant, mais j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée parce qu'il y a énormément de marques qui sont extrêmement successful à l'étranger et qui sont pas bons sur leur marché national. Inversement, des marques très fortes au marché en marché national qui ont jamais réussi à s'implanter à l'international. Il y a une partie bah, justement, j'en ai pas parlé, je digresse parce que j'avais noté des petites choses et puis voilà, tu vois, en parlant, en répondant Laetitia, je me rends compte de choses. Ce que ça m'a appris aussi, c'est que ça m'a appris aussi des choses sur ma collection. On a des surprises sur les produits. C'est aussi enrichissant pour nous en termes de construction de collection, de produits, de positionnement. Parce que le client à l'extérieur, il te renvoie des informations que tu n'as pas forcément sur ton marché domestique. Pardon, donc, je croyais avant, Laetitia, qu'il fallait être extrêmement fort sur son marché, mais je le pense plus du tout. Je le pense plus du tout. Je pense vraiment qu'on peut avoir des croissances et des surprises à l'étranger, à l'international, et sur un marché qui peut être flat sur un marché français. Donc, non, non, ça mérite vraiment d'être tenté. Et merci pour ce retour, Valérie. On a Frédéric qui nous a posé des questions un peu plus orientées chiffres. Il te demande si tu peux partager quelques chiffres sur l'international et notamment, il pose aussi une question sur ton ROI sur 2025. Si Sur tu as des éléments. l'international, hein, Ouais, sur l'international. écoute, j'ai pas mon ROI que sur l'international, parce que d'abord j'ai pas beaucoup de frais sur l'international puisqu'on n'en met pas en place de campagne marketing, ce que je fais en France. Donc en France, on calcule plus notre ROI. Les clients, à part, j'ai pas de coût de setup, j'ai pas puisque le site il est live, donc j'ai mes frais de transport qui sont offerts. C'est les mêmes conditions qu'en France, donc à partir de 200 euros et les retours offerts. Mais réellement, pour l'instant, je n'ai aucun investissement. Donc, ce n'est que de la marge. Ce n'est que de la marge, beaucoup plus que sur mes ventes françaises, où j'ai des budgets marketing beaucoup plus importants, puisqu'aujourd'hui, on ne traite pas on n'investit pas. Sur les chiffres, alors bah, je n'ai pas les chiffres en tête précisément, mais en tout cas, si je devais parler de chaque pays, l'Allemagne, c'est mon premier marché. J'ai la Belgique en deuxième marché. On a donc depuis 2025, on est setup, on est live depuis 2025, depuis mars 2025. On a progressé de 22% par rapport aux chiffres, donc avec une croissance organique, puisque voilà, je reprécise, il y a zéro investissement. C'est ça qui me laisse penser que on a vraiment de quoi accentuer notre progression, parce que on a investi zéro. Il y a aucune campagne marketing mise en place sur ces pays. Donc, on est l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, dans les meilleurs pays, l'Italie. Donc, ce sont des pays sur lesquels on va intensifier notre marketing à partir de l'hiver 2026. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je pourrais vous donner des informations plus précises. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais n'hésitez pas à me solliciter. Julien vous communiquera Ouais. mes coordonnées si vous avez besoin d'informations plus précises sur les chiffres. Mais en tout cas, on ne dépense pas un euro sur l'international, quoi. Je veux dire, c'est que du chiffre. Pour l'instant, c'est que du chiffre entrant. J'aimerais bien que ce soit le cas en Yes. France. On dépense un peu plus en France. On dépense en marketing, en influence. Pareil, on n'a pas fait de campagne d'influence à l'étranger. Donc, je pense que ça va faire partie aussi des sujets, diversifier mon pôle d'influence sur ma saison hiver 2026. Ouais. Dans l'idée d'accélérer encore, tu as démontré qu'il y avait du Ouais, potentiel dans tes il y a différents du pays. potentiel, voilà. On avait besoin d'être rassuré par ça. Je sais pas si je réponds aussi un peu à Laetitia là-dessus. On avait besoin d'être rassuré par ça, et c'est là-dessus que Global m'a bien accompagné, parce que comme ça a été hyper facile et financièrement accessible, ça veut dire qu'on a testé des marchés sans vraiment avoir des investissements extrêmement importants. Et maintenant qu'on sait qu'on a du potentiel, on va pouvoir un peu accélérer la démarche et avoir une stratégie, une réflexion un peu plus forte. Pour l'instant, on a été assez passif. On a juste, voilà, on est localisé, on est live, on est dans la langue du pays, on répond à nos clients, on les sollicite par des newsletters, voilà, on leur parle régulièrement. Euh, voilà, maintenant, on va améliorer l'expérience client pour eux, on va mettre en place des campagnes, on va intensifier notre présence. Et
un sujet aussi, voilà, je rebondis à ça. Moi, je voyage un peu pour le travail, puis personnellement, et quand je suis devant mon ordinateur le soir, ou même que je cherche quelque chose, un produit, je le fais toujours dans ma langue native. Je sais pas, pull en cachemire, bouton de manchette, restaurant, je le fais en français. C'est vrai que je pense pas à le faire même en anglais. Et voilà, c'est quand même un élément important que j'ai omis de préciser. Quand vous êtes quand un client allemand recherche un pull, il recherche pas, il vous met pas pull rodier vert. Il vous met sweater, non, il vous met dans sa langue. Alors, je sais pas en allemand, mais il vous le met en allemand. Il ne le met même pas en anglais. Il le cherche dans sa langue, c'est ce qui est normal. Et donc, c'est impossible de remonter naturellement dans un moteur de recherche si vous n'êtes pas identifié, localisé dans la langue du pays. Donc c'est ça qui nous a fait gagner aussi, qui a fait progresser le chiffre par une croissance organique sans avoir besoin de ads et donc, mais voilà, c'était aussi important de le préciser aussi, parce qu'on voit que la traduction, mais on se met pas du côté du client. Mais d'ailleurs, on a tous les mêmes réflexes. Je sais pas, Julien, quand tu cherches un restaurant, tu le cherches dans la langue du pays. C'était en Chine? Tu tapes en chinois? On prend mais on a tous ces habitudes. En tout cas, c'est vérifié de ce que l'on voit nous, c'est vérifié dans sur tous les marchés en fait. Et quel que soit le niveau d'aisance en anglais, le réflexe c'est de chercher dans sa langue. Peut-être un Et peu c'est pour ça. différemment quand tu travailles, quand tu voyages, pardon. Mais globalement, les gens cherchent dans leur langue. Donc sans ça, tout Voilà. n'apparaît Et pas. c'est pour ça que la croissance, elle vient de ça. Elle vient des moteurs de recherche quand les gens cherchent un pull en cachemire, ou une veste en cuir, une Ouais. écharpe. Voilà. Génial. Mathieu nous pose, alors tu en parlais un peu tout à l'heure, mais tu peux rappeler le temps, Mathieu demande combien de temps vous a pris le lancement. Il précise qu'ils sont une petite équipe, pas beaucoup, enfin beaucoup de projets plutôt. Tu peux rappeler combien de temps ça vous a pris de votre côté pour lancer le projet? Mathieu, c'était exactement les mêmes questions que je me posais. Voilà. Petite équipe, trop de travail, trop de sujets, toujours en course, toujours, comme on est sur des métiers compliqués, on change d'avis tous les 4 matins. On a signé début janvier. Mars, on était live avec un meeting alors, 3 ateliers en début de setup, trois ateliers de 3 quarts d'heure, traduction, stratégie et marketing. Et ensuite, un point hebdomadaire pour survoler les points rapides, 20 minutes, pour survoler les points, petites questions avec les équipes traduction, les équipes stratégiques. Voilà, franchement, moi, c'est notre plateforme, donc on est sur WeShop et Global, donc au travers de Stanislas et de son équipe qui ont géré ça, mais franchement, de main de maître. Moi, je peux vous dire que je suis hyper impatiente. Je suis toujours débordée. Ça m'agace quand on me répond pas à la seconde. Et là, franchement, euh, euh, une équipe hyper professionnelle. Euh, voilà. Mais en 2 mois, exactement 2 mois. Et Mathieu posait la question, on a évoqué, ou tu as évoqué le Moyen-Orient, il te demande si pour le Moyen-Orient, tu prévois de développer une version arabe de ton site? Non, non. Alors, c'est pas moi qui le prévois, parce que moi, quand je travaille avec des gens avec lesquels j'ai confiance, je les écoute. Moi, c'est ma façon. Quand je vais voir mon coiffeur, il me dit non, ben, je lui dis bah, vous avez raison. Si vous me dites non, c'est non. Et là, pareil, Global, Barbara, elle me dit, donc elle m'a expliqué que le Moyen-Orient, on peut tout à fait travailler sur un format anglais, aucune nécessité de travailler dans une traduction. Il parle, les sites sont en anglais, donc on n'a pas besoin de le traduire, au Moyen-Orient. Alors j'apporterais peut-être un petit bémol fonction des pays. Il peut y avoir des différences, notamment si tu es, enfin ce qu'on voit en fonction des marques, fonction de si tu es sur les Émirats qui sont effectivement très en anglais, avec Anglo, beaucoup d'expatriés, ça va être moins vrai sur l'Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que c'est une zone où on voit que l'impact de l'arabe est probablement moins élevé que ce que tu vas voir dans d'autres zones quand tu passes sur la langue, effectivement. On a alors la question m'est destinée en l'occurrence Frédéric qui me demande le coût global par marché. Alors, au risque de faire une réponse de Normand, il y a pas mal de facteurs qui vont être pris en compte avec des offres que l'on a construites qui s'adaptent fonction de la nature du client. Est-ce qu'on est sur une startup qui veut démarrer sur l'international ou un grand groupe international qui est déjà
implanté dans beaucoup de pays avec beaucoup de volume, beaucoup de trafic. Donc compliqué de vous apporter une réponse en live ici, mais en revanche, pour vous Frédéric et si d'autres personnes ont la même question, on est évidemment avec nos équipes à disposition pour vous préciser ça. Généralement, on travaille autour d'un business case concret pour faire aussi des projections de revenus potentiels et répondre précisément à la question du prix. Et alors, c'était la dernière question que je vois ici. S'il y en a une toute dernière, n'hésitez pas. Sinon, ça va être le moment des remerciements. Encore une fois, un grand merci Valérie d'avoir été présente, d'avoir répondu présente aujourd'hui pour partager ton retour d'expérience sur l'international. Comme je disais tout à l'heure, rendez-vous le 23 juin à 17h pour notre prochain webinaire avec McDougall et leur expérience sur l'international. Merci Valérie, merci à tous d'avoir été présents. Merci Julien, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, Julien vous donnera mes coordonnées. Merci à tous. Je vous souhaite beaucoup. une excellente journée. Merci à tous. Au revoir.